avec les très jeunes et notamment avec les élèves, pour montrer au maximum du possible qu'elle peut aider aussi les élèves à prendre des contacts avec peut-être des anciens, de diverses façons dans leur recherche évidemment d'un travail, mais je voudrais que l'association soit plus jeune que je n'avais l'impression qu'elle était quand j'étais moi-même élève. D'accord. Une autre proposition à faire. Oui, vas-y. Vous connaissez tous le réseau LinkedIn, hein, on est tous associés. Alors moi je proposerais que Criteo fasse le réseau LinkedIn l'amicale des anciens ingénieurs des mines, et que c'est un projet qui serait très concret et qui permettrait de développer effectivement les relations. Vous faites à l'époque moderne, quoi. Hein. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a déjà un groupe LinkedIn des anciens. Si je ne me trompe pas, ça existe. Il y a déjà un groupe sur LinkedIn des anciens élèves. Mais oui, il y a déjà un groupe, mais je pense que la proposition de Pierre, c'est de faire quelque chose d'un super LinkedIn, peut-être, non? Plus intelligent, plus... Oui, tout à fait. Non, mais LinkedIn, effectivement, c'est ouvert à tout le monde, mais peut-être pourrait-on, on y réfléchit. Alors, on a déjà des moyens, l'association a déjà des moyens, un site internet, ça c'est une chose, des moyens techniques. Je crois, enfin, je peux m'exprimer peut-être au titre de l'association si François est d'accord. En ce qui concerne les contacts avec les jeunes, nous, depuis plusieurs années, avec Roland Hecht et les autres membres de l'équipe de l'association, nous efforçons d'aller beaucoup plus vers les jeunes générations. Alors, je ne sais pas si ce serait intéressant d'avoir votre avis. On organise des réunions de présentation auprès des jeunes. Par exemple, chaque année, ici, à l'école, les deux autres écoles sœurs, qui sont Saint-Étienne et Nancy, font également la même chose. Nous organisons une réunion d'information pour expliquer aux jeunes qui sont en général en deuxième et en troisième année, à quoi sert l'association, quel service elle peut leur rendre. Et en particulier, évidemment, le premier service auquel chacun pense, c'est en quoi ça va pouvoir me servir pour trouver un poste, pour trouver un premier métier, etc. Donc ça, si vous voulez, on le fait déjà. Alors évidemment, on ne peut pas le faire, on fait en général une réunion par an. D'ailleurs, la prochaine est programmée pour le 9 décembre ici même. Par ailleurs, beaucoup d'actions sont faites pour aider les élèves à rédiger leur curriculum vitae, à se présenter ou à entrer en contact avec des entreprises et disons mieux, pas se vendre, je n'aime pas ce terme-là, mais en tout cas entrer en contact avec une entreprise qui pourrait leur proposer un poste et entrer en relation dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Peut-être pour compléter. C'est ce que vous avez vécu ou pas? Oui, c'est ce que j'ai vécu. L'association va au Forum Trium pour aider aussi des personnes. Et je voulais aussi parler du dîner interpromotion. C'est quelque chose qui a démarré il y a 2 ans, qui permet aux 3e année de l'école de rencontrer des personnes qui sont sorties il y a 5 ans et des personnes qui sont sorties il y a 10 ans. C'est vraiment un format qui a beaucoup plu aux élèves parce que ça leur permet de répondre à des questions concrètes. Où est-ce que je serai dans 2 ans? Est-ce que telle filière correspond à l'idée que je m'en fais? Voilà. Et c'est l'association qui a en partie financé cet événement. D'accord. Effectivement, on a développé également une action qui s'appelle le mentorat, c'est-à-dire que l'association a sollicité un certain nombre d'anciens qui seraient désireux d'être le mentor d'un jeune, et je crois que cette activité est en train de se développer, d'après ce que je crois. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres témoignages concrets ou... pas un témoignage, peut-être une idée pour rebondir sur ce qui était dit aussi dans la vidéo. C'est vrai que souvent on n'ose pas contacter des anciens ou d'autres personnes parce qu'on ne sait pas forcément s'ils sont disposés à discuter de tel ou tel sujet, on ne sait pas forcément qui est l'expert de tel ou tel sujet. Donc peut-être qu'une suggestion toute bête serait que chacun puisse lister le genre de choses dont il est disposé à parler et puis organiser les rencontres plus facilement. Oui, alors ça, on va effectivement dans cet esprit-là, si vous voulez. Déjà, si vous avez accès au site internet de l'association, vous avez énormément de choses. Vous avez un annuaire électronique qui est... Alors, pour que cet annuaire électronique soit intéressant, il faut effectivement que chacun d'entre nous ayons rentré des informations. Sinon, donc il y a un travail, je dirais, interactif. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement top-down, il faut que ça soit multiple et multi-réseau en quelque sorte. Mais d'ores et déjà, quelqu'un qui est un peu curieux et un peu bien organisé dans sa tête, s'il commence à faire une recherche, il peut trouver beaucoup de choses. Bon, par ailleurs, il existe au niveau de l'association commune qui s'appelle Intermine, nous gérons un service carrière.
qui est quand même très développé, c'est-à-dire qui permet tout un chacun qui a besoin d'un entretien de carrière nous appelle et il y aura un camarade pour le recevoir et pour l'écouter et lui donner des informations, des pistes, voilà. Donc ça existe. Et c'est vrai aussi pour les jeunes, même qui sont à l'école. Bon, donc si vous voulez, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Par ailleurs, chaque année maintenant, on réalise ce qu'on appelle en français le CV Book. Bon, enfin, vous comprendrez tous ce que ça veut dire, y compris les anciennes générations qui n'aiment peut-être pas la langue franglaise. Mais donc le CV Book est réalisé d'une manière, je crois, assez bien faite, assez intelligente. Certains camarades du conseil d'administration qui travaillent dans le domaine des ressources humaines relisent les documents, aident les jeunes à rédiger leurs documents beaucoup mieux, y compris avec une version en anglais. Et ce CV Book est diffusé. Donc il y a quand même, enfin, ceci pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, il y a des choses qui progressivement prennent de l'ampleur et devraient aller dans le bon sens. Mais de toute façon, tout est perfectible, il faut absolument trouver de nouvelles idées, il faut qu'on soit... Je crois que d'une manière générale, les ingénieurs sont quand même... Enfin, nous sommes tous un peu des introvertis, c'est peut-être notre formation, mathématiques, sciences, et puis notre passage en taupe... Déjà, quand on dit taupe, on a compris, quoi. Je veux dire, on est dans un tunnel, d'une part. D'autre part, on est tous quand même des individualistes. Et puis en plus, je pense que si on a choisi cette école par rapport à d'autres, c'est peut-être parce que on a l'idée qu'on va être choyé, ce qui est le cas d'ailleurs, disons traité individuellement de manière... et donc du coup, individuellement, quoi. Il y a un genre d'individualisme et il faut que nous compensions cette dimension et cette propension à aller vers l'individualisme par des actions collectives, transversales. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, peut-être la salle avez-vous des questions ou des suggestions ou des interventions? Des micros peuvent circuler. Est-ce que quelqu'un veut se jeter à l'eau? Oui. Alors, il faudrait qu'un micro... Tu veux bien? Merci. Donc, si vous pouvez vous présenter rapidement et ensuite... Gilles Ploutz. Et dire à qui vous posez la question. Gilles Ploutz, promotion 76. Il se trouve que j'habite et je travaille à l'étranger, donc en Suisse, dans un laboratoire pharmaceutique. Et je pense que pour développer l'association, ce qui est très bien, ce sont un petit peu les sections qui se développent à l'étranger, dans les pays. Parce que ça justement, ça permet de développer la connaissance qu'ont les autres nations du système des écoles françaises, et notamment de l'école des mines. Et je pense que ça serait quelque chose que l'association pourrait essayer de développer. Il se trouve qu'en Suisse, on a une association qui est assez sympa et qui se débrouille bien, mais peut-être que ça peut se créer dans plein de pays. D'accord. Parce que je pense que c'est important que, comme me disait M. Pringuet, que à l'étranger, on puisse apprécier la qualité effectivement des ingénieurs français ou des gens qui viennent des grandes écoles scientifiques ou commerciales. Je pense que moi aussi, en tant que responsable d'un laboratoire pharmaceutique, je suis content quand je peux recruter un ingénieur des mines français, non pas parce qu'il est français, mais de par la qualité de la formation. Je crois qu'elle détonne par rapport à ce qu'on peut voir provenant d'autres pays. Très bien, merci. Je crois que je vais pouvoir répondre à cette question, étant donc délégué général d'Intermine. Je suis un peu au cœur du dispositif en ce qui concerne les groupes géographiques, les clubs professionnels et autres. Alors les groupes géographiques, il faut dire une chose, c'est que si vous regardez les statistiques, il n'y a pas plus de 10% de nos camarades qui sont à l'étranger. Donc si vous voulez, dans certains pays, les gens sont très dispersés. Alors faire vivre localement une activité, un regroupement, ça ne peut fonctionner que si les gens ne sont pas trop loin les uns des autres. On a d'ailleurs exactement le même problème en France. Dans certaines régions, nous avons des groupes géographiques où les gens sont tellement dispersés qu'ils ont du mal à se rencontrer. Et donc, voilà, ça c'était une première contrainte. La deuxième, c'est qu'en fonction des pays, il y a plus ou moins d'affectio societatis entre les camarades. Alors, si vous voulez, effectivement, la Suisse est le pays où nous avons le groupe géographique le plus... disons le plus dynamique, le plus efficace, le plus... Voilà, bon, alors peut-être que, étant donné que parmi
des mineurs résidents en Suisse, nous avons un ancien président de l'association qui était assez, disons, décoiffant. Je pense que ça peut jouer aussi un peu son rôle. Ceci dit, dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, nous n'avons pas de groupe géographique. Bon, alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de mineurs en Allemagne, mais quand même, c'est un peu dommage. En Espagne, il y a un groupe géographique, mais il ne se passe rien. Au Royaume-Uni, j'allais dire en Angleterre, au Royaume-Uni, en fait, il y a théoriquement un groupe géographique. En fait, il y a quelques camarades qui se réunissent dans un pub de temps en temps. Donc, là, je ne devrais pas vous raconter ça parce que c'est un peu déprimant, mais c'est assez difficile de faire bouger les choses. En Amérique du Nord, il y a pas mal de camarades, seulement ils sont répartis. Si vous voulez, entre un type qui est à Seattle et l'autre qui est à Miami, évidemment, ils ont un peu de mal à se rencontrer. Au Brésil, il y a un club il n'y a pas beaucoup de camarades. Alors, quand je parle des camarades, là, c'est intermine, hein, c'est-à-dire les 3 écoles, bien sûr. Donc, pour qu'un groupe géographique étranger et même français fonctionne, il faut qu'il y ait un noyau, et un club professionnel, c'est la même chose, il faut qu'il y ait un noyau de quelques camarades très motivés, très actifs, compétents dans l'animation d'une activité associative, au fond. Et donc, voilà, en Asie, si vous voulez, vous avez un camarade par pays. Alors bon, il y a nominalement, vous verrez d'ailleurs dans la brochure qu'on vous remettra à la sortie, il y a un club intermine Asie, mais évidemment, il y a un type à Singapour, l'autre à Hong Kong, le 3e à Wuhan. Bon, voilà, hein, il y a des réalités, quoi, si vous voulez. Et alors, en ce qui concerne, je déborde un peu, mais en ce qui concerne les clubs, vous savez que nous avons un ensemble de clubs professionnels, et puis des clubs qu'on appelle loisirs et passions. Alors les clubs professionnels, certains sont particulièrement efficaces, fonctionnent depuis longtemps. Je pense particulièrement au club Mine Énergie, dont nous avons l'éminent président dans la salle, François Gigère. Nous avons le club Mine Finance qui est également très actif. Alors, je ne sais pas si le président est présent, mais il y a un membre éminent du bureau, dans la personne de Gilles Manceau au premier rang. Il y a le club Mine Environnement Développement Durable qui fonctionne pas trop mal, mais est souvent en association avec Mine Énergie. Et puis nous avons créé récemment des clubs dans d'autres secteurs. Alors, un club, c'est comme un groupe, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un germe de cristallisation au départ, et puis que ça prenne en forme, et puis qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Alors c'est le cas du club Mine Énergie et des autres clubs que j'ai cités. Les clubs qu'on vient de créer, j'ai essayé de réunir quelques camarades du secteur correspondant. Je pense par exemple au club risque et assurance. Parce que je pense que le risque est quand même au cœur de notre société aujourd'hui, et c'est pas uniquement l'assurance en termes de brassage de paperasse, de contrats et autres. Il me semble que le problème du risque est effectivement tout à fait conséquent. Donc ces gens-là ont déjà réalisé, il y a une petite équipe, un noyau, et c'est ce qui compte, ont déjà réalisé une conférence sur les cyber-risques cette année. Ils vont faire une conférence sur les tempêtes solaires. Donc si vous voulez, il y a des choses qui se passent. Il y a un autre club qui est en train d'être créé qui s'appelle Aménagement et Construction. Alors l'idée de départ, c'est qu'un certain nombre de camarades travaillent dans les groupes de BTP et en particulier sont concernés par les projets du Grand Paris. Donc si vous lisez la revue, ce que j'espère, enfin d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir si vous la lisez, parce qu'on a assez peu de retours en réalité, si vous voulez. La revue, c'est pareil, vous voyez, on fait beaucoup de choses, il y a la revue, la newsletter, mais on a très peu de, comme on dit en français, de feedback. C'est très difficile. Alors quand je questionne les gens individuellement, ils me disent « Ah oui, c'est très bien, qu'est-ce que tu lis dans la revue ?» Bon, d'abord le carnet, bien sûr, et puis après, peut-être les dossiers. Mais donc on a fait un dossier sur le Grand Paris, et du coup, ça a permis de créer le club Aménagement et Construction. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre trop longuement. Simplement, ce que je voulais dire pour répondre à Gilles Plumes, que je remercie vivement de sa question, c'est qu'il faut qu'il y ait un noyau de camarades motivés, concernés, et qui ait de la suite dans les idées surtout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un feu d'artifice. Quand on organise une activité, il faut la préparer, il faut l'animer le jour où, si c'est un événement comme aujourd'hui, l'animer, et ensuite qu'il y ait une suite, c'est-à-dire qu'il y ait une trace, un minimum, quoi. Et c'est le cas, par exemple, moi je cite vraiment le club Mine Énergie comme référence. Si vous allez sur c'est pas pour faire jeter des fleurs à mon ami Gigère, mais si vous allez sur notre site internet, vous verrez que le club Mine Énergie est parfaitement documenté. Vous trouvez tous les dossiers qui ont été écrits au fil des 15 dernières années. Enfin bref, quelqu'un qui connaîtrait rien du tout à l'énergie se plonge là-dedans et ne s'en sort plus, je dirais. Enfin, en tout cas, s'en sort avec beaucoup de connaissances. Juste pour ajouter peut-être un autre angle de vue, on a eu l'occasion, j'ai moi l'occasion de toucher un peu du doigt le networking dans l'écosystème des startups à la californienne, ce qui est assez différent du networking qu'on peut connaître ici en France.
Et donc je pense qu'effectivement, on est très très bon pour créer des relations sur le long terme, des relations de confiance. En revanche, je pense qu'il y a peut-être une modification des mentalités à avoir sur la spontanéité des relations. Être capable de se dire du jour au lendemain, tiens, je vais contacter, moi j'en sais rien, Romain, parce que Criteo, je trouve que c'est un truc génial et que j'ai envie d'aller faire ma carrière là-bas. Quand on regarde ce qui se passe en Californie, enfin, c'est à peu près de ce niveau-là. Hein. J'ai participé à une conférence à côté de Nicolas et à côté de Romain, pardon, et je me dis c'est génial. Je le contacte, la personne me répond, on se déjeune ensemble et potentiellement ça va déboucher sur un emploi. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'on continue à avoir la manière de réseauter à la française, où on crée des relations de confiance sur la durée, basées sur des sujets d'intérêt commun. Mais je pense qu'il est aussi important qu'on soit capable de éventuellement modifier un peu les mentalités et de se dire, tiens, de manière spontanée, je peux aller contacter quelqu'un qui me paraît avoir un job intéressant ou un projet intéressant qui pourrait m'apporter quelque chose. Bien, merci. Je crois qu'il y a des questions là. Ah, tu veux ajouter ? Non, juste un mot. On ne peut pas ne rien dire après ce qu'a dit Lucien. Je trouve que nous avons une revue, il nous a demandé ce que nous en pensions. Moi, je sais que quand je vois arriver la revue, je suis très content. Et malheureusement, effectivement, on ne réagit peut-être pas assez. Mais je voudrais quand même dire que ce que fait Lucien, et avec lui d'autres, c'est tout à fait remarquable. Il a fait une liste impressionnante, je trouve, de tout ce que fait l'association. Donc, bravo à Lucien. On aura d'autres occasions. Alors, question suivante. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Claire et essayer d'apporter un élément sur la question de comment rajeunir l'association et la développer. Il se trouve que je suis entre deux âges, j'ai 44 ans, et donc suffisamment jeune encore pour me sentir proche des préoccupations des étudiants, et suffisamment âgé pour avoir des enfants qui rentreront dans quelques temps sur le marché du travail. Il y a quelque chose qui me frappe dans la génération qui va nous rejoindre dans les entreprises d'ici quelques années, c'est leur immense talent à pouvoir créer des interactions à distance en utilisant de nouvelles technologies. Et donc je pense que pour se rapprocher de ces générations-là, il serait souhaitable de réfléchir à la stratégie business de l'association, de réfléchir à des fonctionnalités, effectivement, d'interaction courte en utilisant de nouvelles technologies. Ben justement, je voulais souligner que pour ceux qui sont des adeptes de la modernité, nous avons un tweet possible. Donc j'espère, je ne sais pas si d'aucuns parmi vous ont tweeté. Tu peux tweeter si tu veux sur le déroulement de la soirée de ce soir. Non, mais tout à fait intéressé par ce que tu dis. Alors le problème, c'est que les nouvelles technologies, c'est bien, mais finalement les gens ne se rencontrent jamais. À la limite, je veux dire, c'est un peu virtuel, quoi. C'est un peu le risque. Je pense qu'il faut un peu des deux, mais en tout cas, moi, ce qui me frappe chez les jeunes générations, c'est leur capacité justement à se rencontrer et à maintenir une relation dans la durée, quasiment sans rencontre physique ou avec très peu de rencontres physiques. Et c'est un talent que nous n'avons pas, enfin je considère que ma génération n'en a pas, et que eux ont. Et donc on va voir des changements dans les entreprises liés à l'arrivée de cette génération-là sur le marché du travail dans tout de suite en fait. Oui, probablement. Bon, merci. Est-ce que tu peux passer le micro derrière ? Ah, d'accord. Donc Jacques Maire, un ancien président de l'association, peut-être le plus ancien des présidents, je ne sais pas très bien, mais enfin c'est... Donc je suis dans la deuxième partie, pour revenir à... Tu viens de dire qu'il était au milieu, moi je suis dans la deuxième partie. Donc, je vais juste faire deux remarques. La première, c'est que je suis un peu admiratif du travail fait aujourd'hui. Autrement dit, quand je pense à l'association telle qu'on l'a concevée, ou telle qu'elle fonctionnait dans les années où j'ai été président, je trouve que ça s'est beaucoup diversifié. La deuxième remarque, c'est qu'il faut dire aux jeunes, mais je m'en suis rendu compte simplement en fin de carrière, j'allais dire, qu'ils ne doivent jamais hésiter à interroger, à demander conseil. Le pire qui puisse leur arriver, c'est qu'ils ne servent à rien. Parce qu'autrement, ça fera au moins plaisir à celui à qui on demandera conseil. Donc effectivement, ça fera de toute façon, ça fera plaisir. Dernier point, c'est plutôt une question, tu l'as évoqué un petit peu, mais moi j'ai été, après avoir été président de l'association, j'ai eu aussi d'autres activités dans le monde des ingénieurs, puis j'ai été au Conseil des ingénieurs civils de France, et j'ai été aussi président du Conseil national pour le développement des grandes écoles, association que j'ai participé à fusionner avec la conférence des grandes écoles. C'est un peu ce problème de l'association d'une école par rapport aux autres associations et au monde des ingénieurs. C'est pas facile, mais je pense qu'il faut, de temps en temps, il faut se poser la question. À termine, poser des problèmes de montant, savoir un petit peu ce qui était pour soi ou ce qui était pour les trois. Pourquoi d'ailleurs il n'y avait pas les autres écoles des mines, mais ça c'est un autre problème. Il y a des gens fréquentables et des gens qui ne le sont pas. Mais voilà un petit peu, si vous voulez, c'est personnel. Mais surtout, le milieu des écoles sont petites, où il y a l'échelle mondiale.
mais elles ont leur personnalité, comment elles s'appuient les unes les autres, c'est la position de l'école par rapport aux autres associations. Oui, c'est certain. Ce que l'on peut dire, vous savez, enfin, c'est pas tellement à moi d'en parler, mais il existe l'Institut Mines Télécom. Donc Romain serait beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Mais en tout cas, donc, à partir du moment où nos écoles des mines, nos 7 écoles des mines, puisqu'en dehors des 3 principes, enfin, pas principales, mais bon, bref. Des 3 plus anciennes, voilà. Quoique, je ne suis pas sûr qu'Alès et Douai ne soient pas plus anciennes que Nancy, mais bon. Donc en fait, il y a 7 écoles des mines et puis 4 ou 5 écoles des télécommunications. Nous avons le président des alumni de Télécom Paris, ici, à moins qu'il soit parti. Donc nous sommes en train au niveau des associations d'anciens, bon, on dit alumni aujourd'hui, enfin des associations d'alumni, nous avons déjà réalisé un certain nombre de réunions pour essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble, si vous voulez. Alors sachant qu'effectivement, entre nos 3 écoles des mines, c'est vrai qu'Intermines, au fond, nous avons une expérience même au-delà des 30 ans, depuis la création d'Intermines, même avant, il y avait déjà beaucoup d'activités en commun. Donc c'est vrai que nous nous sommes frottés, entre guillemets, les uns aux autres. Nous sommes même étripés parfois, je pense, enfin, peut-être à ton époque, parce que les uns et les autres n'avaient pas forcément il n'y avait pas une convergence de vues sur tout. Et puis derrière tout ça, derrière une association, ça fonctionne aussi avec des moyens, et en particulier des moyens financiers. Alors dès qu'il y a des problèmes de sous, évidemment, quand il n'y a plus de foin à l'écurie, les chevaux se battent, hein, c'est classique. Enfin, je ne dis pas que nous sommes des chevaux, mais et que nous consommons du foin, mais il y a ce problème-là, quoi, quand même. Donc, alors quand tout va bien, tout le monde est content. Quand ça tire un peu, forcément, il y a des problèmes. Alors, il y a d'autres questions ou des interventions à la tribune ou... Non. Bon, les questions. J'ai une voix de centaure, comme a dit Frédéric Dard, qui nous a soutenus dans notre promotion il y a quelques années, il y a 50 ans. Donc, non, simplement, je suis en province, et il faut faire preuve vraiment d'un pragmatisme. Il faut bien rendre compte que nous sommes une école avec des nombres de personnes très limités, et que même si on additionne toutes les générations qui sont succédées à l'école des mines, cela ne fait pas beaucoup de monde. Alors en province, on est pragmatique, on est dans le sud-ouest, on a effectivement les écoles j'espère par là, qu'on appelle les minettes, je ne sais pas, ça s'est appelé les minettes, je crois. Donc on fait des réunions avec ces écoles, on fait aussi des réunions inter-grandes écoles. Mais ça permet quand même de faire parvenir le message qu'il existe une école de mine Paris-Tech. Mais je crois qu'il faut être extrêmement pragmatique dans ces affaires-là. Antoine Battistelli, promotion 72. Pour ma part, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a dit. En fait, on a dit que c'est bien de se réunir physiquement, parce qu'on peut aussi se réunir virtuellement, etc. Alors, je voudrais à ce propos dire que toute l'école et toutes ces structures facilitent la même promotion. Quand je dis toute l'école et ses structures, ça peut être l'école elle-même, ça peut être l'association des anciens, ça peut être la fondation. Et en fait, il y a assez souvent des réunions qui se passent. Les locaux de l'école sont à disposition, la cafétéria Paulette, etc. Et on a même fait aussi des réunions en province, puisque, je ne sais pas si tu te rappelles Romain, mais en janvier dernier, nous sommes tous les deux à Sophia Antipolis, où on avait un discours à faire, et on a aussi tenu à réunir les anciens locaux. Alors, à part de réunions de promotion, enfin moi je suis à promotion 72, je vais pour ma part organiser une réunion de promotion dans 6 mois, et je suis ravi de savoir que mes camarades sont là, ils participeront. Mais là, c'est un moyen de se voir, de s'engager, de continuer à s'engager ensemble, etc. Je vais donner ce témoignage pour dire que si tel et tel a envie de faire une réunion de promotion, il n'y a aucun problème, l'école, les alumni, la fondation, vous êtes pour ça. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions dans cet ordre d'idées? Tout au fond? Attends. Non, parce que c'est enregistré en même temps. Donc. Ah oui, attention, hein, ne dites pas n'importe quoi. Et ça nous surveille. En plus direct. Bonsoir à tous, Adrien Desgranges. Alors, j'ai pas encore la chance d'être un ancien, parce que je suis promotion 2011 et donc en dernière année à l'école des mines.
Donc, merci beaucoup pour l'organisation de cette soirée, pour le temps et l'énergie que vous avez investi pour organiser cette soirée. Et surtout pour la promotion de l'association des anciens que vous faites auprès des anciens et auprès des élèves actifs. Je sais que j'en profite régulièrement et j'en suis ravi. Donc, encore une fois, un grand merci pour ça. Et donc, pour provoquer l'attrait, vous faites de la communication, vous faites des événements qui essayent d'être le plus attractifs justement possible auprès de toutes les populations constituent les anciens. Et je voudrais savoir ce que vous pensiez, alors c'est pas du tout une proposition, mais savoir ce que vous pensiez du levier du portefeuille. Alors je m'explique. J'ai eu la chance d'aller faire un stage de quelques mois récemment aux États-Unis, et là-bas, la plupart de mes collègues étaient des Américains qui étaient des équivalents de ce qu'on appelle les ingénieurs en France, c'est-à-dire des gens qui avaient un Master 2 et qui provenaient de leur collège, comme ils disent. Alors, je ne ferai pas l'affront d'essayer de le prononcer en anglais, mais vous voyez de quoi je parle. Et donc tous ces alumni, comme ils s'appellent, dépensent énormément d'argent, une part substantielle de leur salaire chaque année pour l'association des anciens de leur université. Si je reviens en France, la conjoncture économique, et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, veut que c'est un petit peu le même système qui se met en place. C'est-à-dire que, pas directement les anciens, mais les élèves, vous le savez, à l'école des mines, se mettent aujourd'hui, pas forcément de leur plein gré, à payer des sommes de plus en plus importantes, une augmentation exponentielle chaque année, vous le savez mieux que moi, des frais et droits de scolarité. Est-ce que vous pensez que cette situation de fait, qu'il va falloir qu'on accepte, puisque c'est imposé aujourd'hui pour venir à l'école des mines, il faut débourser plusieurs milliers d'euros et ça risque d'augmenter, est-ce que vous pensez que cette situation va s'étendre aux anciens, c'est-à-dire que les anciens dans le futur seront plus à même, comme les Américains, de dépenser des sommes plus substantielles que ce qui peut être le cas aujourd'hui pour leur école et pour leur association des anciens? Et est-ce que vous pensez que, ce discours n'est pas très optimiste, mais est-ce que vous pensez qu'un effet éventuellement bénéfique pourrait être de rapprocher tous les anciens et de finalement s'investir davantage dans l'association? Lorsqu'on paye les impôts, on voit un retour sur investissement. On est content de voir les infrastructures dont on profite. On est content d'avoir une police efficace, des pompiers efficaces, j'en passe. Est-ce que si on s'investit financièrement en tant qu'élève et a posteriori en tant qu'ancien dans le fonctionnement de l'école, est-ce qu'on sera plus investi dans cette association-là? Et c'était, je vais finir là-dessus, sans vouloir déformer ses propos, une partie de l'idée de l'ancien directeur des études de l'école. Quel directeur? Le précédent, Nicolas Chemanov. Chemanov, d'accord. Bon, moi, je ne suis pas forcément outillé pour répondre. Enfin, je ne sais pas si c'est une question ou un vœu. En fait, il me semble que c'est plutôt un vœu, non? Comment? Une vraie question. Ouais, je ne sais pas s'il fera. Est-ce que le président de l'association veut répondre ou... Bon, il y a François Vincent non, qui? Ah, Benoît, je ne sais pas. Donc Benoît Leguet, président de la fondation de l'école. Alors effectivement, la fondation de l'école essaye de servir au mieux l'école et donc de faire un lien aussi intense que possible entre les anciens et l'école. Et donc c'est vrai que vous recevez très régulièrement des appels donc de la fondation. Et ce que nous essayons de mettre en place de manière aussi efficace que possible, c'est une information sur l'utilisation qui a été faite des dons. Donc certains d'entre vous ont des projets particuliers, donc nous indiquent qu'ils souhaitent financer plutôt l'entrepreneuriat, qu'ils souhaitent plutôt financer des projets immobiliers, etc. Et donc notre engagement, si je puis dire, qu'on essaye de tenir de manière la plus ferme possible, c'est de vous faire un retour, un feedback sur les projets qui ont été lancés. Voilà, mais je pense, enfin là je relaye ce qui a été dit par Jacques Aschenbroich tout à l'heure, ce qui a été dit par Romain aussi. L'école a besoin de nous. Et un don, c'est une forme de lien. Nous avons une fidélité vis-à-vis de l'école, une reconnaissance vis-à-vis de l'école pour ce qu'elle a fait pour nous. Et donner, c'est une façon d'exprimer notre volonté d'être toujours proche de l'école et de permettre aux jeunes générations, s'il y a une dimension intergénérationnelle très forte là-dedans, de permettre aux jeunes générations de bénéficier du service et de la formation dont nous avons bénéficié à l'époque. Voilà. Bien.
Merci Benoît. Je crois que Jacques Agenbrois veut également dire quelques mots. Oui, je dois tout avoir faux parce que j'ai le plaisir de payer des impôts en France. Il ne marche pas. C'est censuré. Tiens. J'ai le plaisir de payer les impôts en France et deux de mes enfants ont fait leurs études aux États-Unis. Et pour rebondir sur ce qui a été dit à l'instant, c'est vrai qu'on a décidé au niveau du conseil d'administration d'augmenter les contributions des élèves qui ont dû passer, Romain, aide-moi parce que j'oublie toujours le chiffre. 2290. 2290. Le business des universités américaines, c'est 23 milliards de dollars par an et les contributions annuelles sont de l'ordre de 30 à 50 000 dollars. Donc je pense qu'on est dans deux mondes qui sont extrêmement différents. C'est un combat de tous les jours d'augmenter un petit peu les contributions des élèves, mais on est encore au niveau de l'école des mines très loin des écoles de commerce, qui sont à 12 000 euros aujourd'hui, et très très loin des écoles américaines. Je pense qu'il va falloir, si on veut conserver le modèle des grandes écoles françaises, trouver des financements qui seront des financements différents de ceux que nous avions jusqu'aujourd'hui, qui étaient des financements publics. L'école des mines a un modèle un peu particulier avec 50% de l'école des mines, de l'État et 50% d'Armine. L'État se désengage. Il va falloir compenser. Il faudrait compenser par une contribution des élèves.